Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Nous sommes aujourd'hui avec Bertrand Goujon, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Il a travaillé sur l'histoire sociale et culturelle européenne tout au long du XIXe siècle. Il a notamment publié Monarchie post-révolutionnaire au Seuil en 2012, Du sang bleu dans les tranchées, expérience militaire de nobles français durant la Grande Guerre chez Vendémiaire en 2015 et dernièrement Les Arenberg, le Gotha à l'heure des nations 1820-1919 aux presses universitaires de France. Bertrand Goujon, bonjour. Bonjour. Vous allez aujourd'hui nous parler du chapitre de classe de première L'Europe entre Restauration et Révolution de 1814 à 1848. Voilà, alors c'est effectivement un très vaste sujet que ce chapitre, très vaste sujet, d'autant qu'en France, ça a été pendant très longtemps une période assez mal aimée dans notre historiographie, période mal aimée parce qu'on l'a durablement assimilée à une période de réaction qui cadrait évidemment assez mal avec l'interprétation positiviste et largement téléologique d'une voie nationale française qui serait orientée vers l'avènement quasi inéluctable de la République et de la démocratie. Et ce qui a sans doute encore aggravé, je pense, finalement, cette désintérêt historiographique durable pour les années de la Restauration et de la monarchie de Juillet, c'est le fait qu'elle a été majoritairement étudiée par des historiens très longtemps ancrés à droite, voire très à droite. Finalement, on pense notamment à Ernest Daudet ou à Jacques Bainville, entre autres, jusqu'à finalement des travaux plus récents qui ont réévalué historiographiquement la période, autour par exemple de Benoît Hiver, autour d'Emmanuel de Varesquiel ou de Francis Démier notamment, et aussi grâce à des revues scientifiques, je pense à la revue Romantisme, mais aussi à la revue d'Histoire du 19e, qui ont très largement contribué à renouveler les travaux portant sur cette période et l'intérêt des chercheurs sur cette période longtemps dénigrée ou reléguée au second plan des préoccupations. Et donc, le fait qu'elle soit reléguée justement au second plan, c'est pas aussi un rapport avec l'école républicaine ? Alors, il y a effectivement un lien, je pense, avec les missions qui ont été assez durablement assignées à l'école et au lycée républicain, et qui expliquent que cette période 1814-1848 ait été assez peu étudiée. Ça tient aussi à son positionnement chronologique entre l'épopée napoléonienne et entre le printemps des peuples, qui était évidemment bien davantage valorisable, aussi bien en termes pédagogiques qu'en termes citoyens par les enseignants dans une lecture patriotique, républicaine et plus ou moins progressiste de l'histoire hexagonale, au regard desquelles, en effet, ces monarchies post-révolutionnaires, elles pouvaient apparaître comme étant des interruptions, des chemins de traverse au mieux et, dans certains cas, interprétées comme des aberrations à rebours d'une certaine marche de l'histoire. Et donc, si on prend la question elle-même, elle a en elle une dimension européenne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela ? Alors effectivement, cette dimension européenne, c'est un des grands défis, à mon avis, de la question comme elle est formulée dans les programmes. Elle induit nécessairement des approches comparées et des approches transnationales qui font évidemment écho au paradigme historiographique contemporain en la matière, qu'on retrouve notamment dans les travaux de la Global History, mais aussi dans les travaux d'histoire connectée, qui sont si présents dans les études les plus récentes. Or, il s'avère que sur la période qui nous intéresse, cette approche comparée ou transnationale, elle a finalement été assez rarement menée de manière synthétique, tout du moins. Alors, il convient quand même de rappeler que les premiers jalons avaient déjà été posés avec notamment Eric Hobsbawm, son fameux livre sur l'ère des révolutions, The Age of Revolutions, traduit pour la première fois en français en 1970. Mais évidemment, dans ce livre, Eric Hobsbawm embrassait une séquence chronologique beaucoup plus longue, puisqu'il embrasse aussi la période 1789-1814, et puis il inclut aussi des espaces extra-européen en débordant donc très largement du sujet. Il n'empêche que de manière assez marquée, finalement, pour avoir des synthèses transnationales sur cette période, c'est avant tout du côté des chercheurs anglo-saxons qu'il faut aller chercher, et à ce titre, je renvoie notamment à l'ouvrage de Michael Bross,
qui s'appelle Europe après, je traduis évidemment le titre en français, Europe après Napoléon, la révolution, réaction et romantisme de 1814-1848, qu'il a publié aux presses universitaires de Manchester. Finalement, à défaut de véritable synthèse équivalente à celle de Bruce, on peut néanmoins mentionner l'organisation de deux colloques qui ont eu des approches transnationales et des approches comparées extrêmement utiles et fructueuses, deux colloques français dont les actes ont été publiés en français. Le premier de ces colloques, c'est un colloque consacré aux révolutions européennes de 1830, dont les actes ont été publiés chez Champvallon en 2013 sous la direction de Sylvie April et d'Emmanuel Furex. Et les deuxièmes colloques, organisés en 2014, évidemment on voit la logique de commémoration avec le bicentenaire, les colloques de Clermont-Ferrand et de la Sorbonne, dont les actes ont été publiés en 2015 sous la direction de Jean-Claude Caron et de Jean-Philippe Louis, et qui propose là-dessus justement des approches comparées transnationales tout à fait opportunes, je pense, pour pouvoir préparer cette question. Et donc, si on étudie la question, parlons maintenant des bornes chronologiques. Est-ce que ces bornes chronologiques, qui sont très franco-centrées, j'allais dire, elles ont du sens à l'échelle européenne, ou finalement, on regarde la question uniquement par la lorgnette française? Alors, vous avez tout à fait raison de le souligner. Ce séquençage 1815-1848 correspond en effet à des césures politiques majeures avec des changements de régime qui concernent le cas de la France. 1814-1815, la restauration des Bourbons, 1848, la Seconde République. En revanche, cette périodisation, elle est beaucoup plus contestable quand on se positionne précisément dans une perspective européenne, et notamment dans la perspective d'autres pays pour lesquels ces ruptures ne font pas forcément sens. Alors je pense notamment au cas de la Grande-Bretagne, pour lesquels ces dates ne correspondent pas véritablement à des basculements majeurs, en tout cas pour l'étude du politique en Grande-Bretagne. Je pense également au cas de la Russie, par exemple, où l'inflexion réactionnaire du règne d'Alexandre Ier, en fait, elle s'amorce dès la fin des années 1800, autour de 1809-1810, et où elle se prolonge en réalité jusqu'en 1855, c'est-à-dire jusqu'à la mort de son frère Nicolas Ier, qui va incarner cette autocratie avant qu'on bascule effectivement dans une toute nouvelle ère, une toute nouvelle périodisation. Et de fait, le caractère même de rupture du printemps des peuples, qu'on peut et qu'on doit naturellement penser comme étant un phénomène européen, doit lui-même être en partie nuancé dans la manière dont on le présente. Puisqu'en réalité, ce printemps de 1848, cette effervescence insurrectionnelle et révolutionnaire de 48, elle est suivie dans les mois qui suivent, la fin de l'année 48 et l'année 49 elle-même, par une offensive contre-révolutionnaire quasi généralisée et victorieuse pour écraser les mouvements libéraux et les mouvements nationaux, et elle ouvre dans la foulée une séquence profondément réactionnaire qui procède tout autant d'une logique de restauration, d'une remise en ordre autoritaire et répressive qu'avaient pu l'être les régimes mis en place en 1814-1815. Je prends par exemple pour preuve le cas de l'Autriche, où toutes les années 50 vont être traversées par une très forte répression qui a justifié le terme de néo-absolutisme pour qualifier ce début du règne de François-Joseph. Et de fait, en dépit du printemps des peuples, il faut bien voir qu'une partie des logiques, des appareils d'État et des frontières mises en place au moment de 1814-1848 vont en fait persister jusqu'à la Première Guerre mondiale, cette fameuse thèse de la persistance de l'Ancien Régime, qui a notamment été formulée et largement débattue par Arnaud Mayer dès la fin des années 1980, et qui est une thèse qui a été plus récemment reprise et nuancée, notamment par Volker Céline, dans son livre sur les monarchies européennes, où de manière symptomatique, il les étudie de 1848 jusqu'en 1906, et oui, le sous-titre est « Un siècle de restauration ». On voit bien que les restaurations ne cessent pas, autrement dit, avec le printemps des peuples, loin s'en faut quand on se place à l'échelle européenne. Et vous disiez juste à l'instant que ce séquençage, il pouvait poser problème au sein même d'un État, puisqu'il ne faut pas envisager la période de 1814-1848 comme une entité unique, j'allais dire univoque. Il y a des évolutions dans les États. Alors on peut parler du cas français, vous allez peut-être y revenir, vous avez beaucoup travaillé dessus, mais on peut parler aussi de l'Italie par exemple. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que dans le cas français, je me permets notamment de renvoyer à la périodisation que j'avais moi-même retenue pour le volume Monarchie post-révolutionnaire que vous avez mentionné, et dans lequel justement j'avais choisi dans le plan retenu de substituer à la charnière classique et apparemment évidente de 1830, autrement dit la mise en place du régime de Juillet à la suite de la Restauration, j'avais choisi de substituer donc à cette césure 1830 une période charnière 1828-1832 durant laquelle en réalité le champ des possibles reste très largement ouvert en termes d'options politiques et dynastiques. Si bien qu'à ce moment-là, le régime de Juillet apparaît finalement tout au plus comme une solution parmi d'autres,
C'est effectivement la solution qui advient, c'est celle qui va réussir à s'imposer, mais durant toute cette période, il y avait d'autres voies qui étaient tout aussi possibles, tout aussi crédibles, et l'existence même de la monarchie orléaniste ne va absolument pas de soi. Jusqu'en 1832, on a vraiment là une séquence sur laquelle d'ailleurs je pense qu'on reviendra plus tard dans les échanges, on a une séquence autour de 1830-1832, marquée par une phase paroxysmique de crise qui traduisent en creux les caractères inaboutis des Trois Glorieuses de juillet 1830 et qui montre très bien que la consolidation de l'ordre recomposé en 1830 ne va absolument pas de soi et va ouvrir sur une période de recomposition qui va traverser toute la décennie suivante. Et ce qui est vrai pour le cas français, on peut effectivement le répéter ou en tout cas on peut le transcrire comme vous l'avez signalé pour d'autres États. Prenons par exemple en effet en Italie, le cas du royaume des deux Siciles, la thèse récente de Pierre-Marie Delpech a très bien montré comment finalement la vraie rupture, elle n'a pas lieu dans le royaume des deux Siciles en 1815, mais elle a lieu en fait en 1821 et 1822, autrement dit au moment où le pouvoir napolitain reprend la main sur l'insurrection napolitaine libérale de 1820 et où l'inflexion est beaucoup plus marquée en termes de rupture réactionnaire qu'elle ne l'avait été en 1815. Puisque finalement, de 1815 à 1822, Pierre-Marie Delpech montre très bien qu'on a au contraire une phase d'amalgame durant laquelle le royaume des deux Siciles va s'appuyer conjointement sur les anciens serviteurs civils et militaires de Joachim Murat et sur les élites d'Ancien Régime qui vont évidemment servir le pouvoir des Bourbons rétablis sur le trône. Alors on le voit bien, il faut faire attention à ce découpage, de ne pas calquer des poncifs là-dessus. Ce n'est pas une évolution qui est continue. Et déjà la première difficulté qu'on voit, c'est ce terme restauration. Je pense qu'il faut ici bien définir parce que vous nous avez montré qu'elle n'est pas univoque sur toute l'Europe et qu'il faut éviter de plaquer des choses vraiment attendues là-dessus. Tout à fait. Le risque à vouloir réutiliser à toute force le terme de restauration pour qualifier les réalités politiques à l'œuvre à l'échelle de toute l'européenne procède là encore d'un regard avant tout focalisé et centré sur la France. Cette terminologie de restauration, d'ailleurs, elle est associée étroitement au régime des Bourbons rétabli sur le trône en France de 1814 en 1830 avec une interruption pendant les 100 jours. Alors certes, on peut retrouver dans d'autres pays européens de la même manière des formes de rétablissement sur des trônes qu'ils avaient occupés avant la Révolution ou avant l'époque napoléonienne, de dynasties qui avaient été régnantes. Je pense notamment au cas de l'Espagne avec Ferdinand VII, je pense au Portugal avec les Bragances, au Piémont-Sardaigne avec Victor Emmanuel Ier, avec les États pontificaux, n'oublions pas que le pape est également un souverain temporel à l'époque qui nous intéresse, avec les deux Siciles avec Ferdinand Ier de Bourbon-Naples. Donc on le voit, des réalités de restauration qui sont très nettes dans l'Europe méridionale et qu'on retrouve également dans une moindre mesure en Europe du Nord-Ouest, puisque par exemple Guillaume Ier d'Orange-Nassau retrouve effectivement la direction politique des Pays-Bas. On va voir d'ailleurs que les Pays-Bas ont été en partie reconfigurés au niveau territorial, ou bien les souverains anglais retrouvent effectivement leur principauté allemande de Hanovre. Dans ces cas-là, le terme de restauration, au sens où c'est un retour sur le trône de dynasties qui les occupaient avant l'épisode révolutionnaire et ou napoléonien, est une réalité. Mais ce terme, il ne fait absolument pas sens pour d'autres espaces, d'autres territoires ou d'autres États européens. Prenons notamment le cas des États où les dynasties et les monarchies sont restées en place durant tout l'épisode napoléonien, fût-ce au prix de compromis ou de reconfiguration territoriale de leur possession. Il n'y a pas eu de ce point de vue-là de rupture en Grande-Bretagne, en Autriche, en Prusse, en Russie ou au Danemark, et donc le terme de restauration est absolument abscon pour ce qui est de ces territoires-là. De la même manière, ne pas négliger le cas des États où des souverains ont pu bénéficier de l'époque napoléonienne pour accroître leur territoire, accroître leur prestige, parfois d'ailleurs en accédant à une dignité royale qu'ils n'avaient pas avant la Révolution, et qui, parce qu'ils ont fait volte-face finalement pour rejoindre la coalition anti-française à temps, entre 1813 et 1814, figurent ainsi dans le camp des vainqueurs avant le congrès de Vienne, et donc ne sont pas impactés par celui-ci et par les phénomènes de restauration. Je pense à la Bavière, au Wurtemberg ou à la Suède de Bernadotte, notamment, qui rentrent dans ces configurations-là. Et puis on a enfin une troisième configuration qui est absolument centrale pour comprendre la période, c'est le cas de ces régions et ces territoires qui étaient dotés d'une totale indépendance ou du moins d'une forte autonomie à la fin de l'Ancien Régime et sur lesquels va s'exercer à partir de 1814-1815 une forme de souveraineté exogène.
où on a donc eu un véritable transfert de souveraineté au profit de dynasties tierces qui étaient à l'origine étrangères à ces pays. Je pense notamment pour cela aux Pays-Bas autrichiens et à la principauté de Liège, qui correspond au territoire de l'actuelle Belgique et qui vont être intégrés dans le royaume unifié des Pays-Bas. Je pense aussi aux républiques de Gênes et de Venise, qui vont s'en passer respectivement sous la domination sardo-piémontaise et autrichienne. Je pense aussi à la Rhénanie, où les principautés ecclésiastiques d'Ancien Régime, qui avaient été médiatisées dès l'époque napoléonienne au profit de la France et des États satellites, vont passer sous le contrôle prussien en 1815. Et puis plus encore, au cas de la Pologne, partiellement reconstituée par Napoléon avec le Grand-Duché de Varsovie, mais dont les grandes lignes du partage qui avaient été opérées à la fin du XVIIIe siècle entre la Russie, la Prusse et l'Autriche vont finalement être reprises, quasiment telles quelles, au moment du Congrès de Vienne. Il est vrai que dans ces régions-là, on a vraiment des espaces clés pour le futur réveil des nationalités, dont on sait que la prise de conscience s'était cristallisée dès l'époque de l'hégémonie, parfois d'ailleurs associée d'une occupation et d'une annexion française à l'époque napoléonienne. Et ce réveil des nationalités, il est évidemment exacerbé par l'imposition en 1815 de transfert de souveraineté au profit de souverains étrangers qui ne partagent parfois, pour pas dire même quasi chaque fois, ni la langue, ni la culture, ni la religion de leur nouveau sujet. Et évidemment, ce transfert a lieu sans la moindre consultation des populations ou la moindre consultation des instances représentatives qu'elles pouvaient avoir. Et donc, que dire à part restauration? Moi je pense notamment aux États allemands qui parlent de Vormars par exemple, c'est-à-dire de cette période-là où il la qualifie de période pré-1848, ou de Biedermeier par exemple aussi, qui est peut-être une connotation un peu plus littéraire. Voilà, alors effectivement, ce n'est sans doute pas un hasard si ce terme de restauration, il n'a pas été repris systématiquement par toutes les historiographies nationales en Europe pour désigner cette période 1814-1848. Et en effet, dans ce monde germanique où finalement on a très peu de restaurations monarchiques stricto sensu, puisqu'en fait elles sont largement traversées la période, les années révolutionnaires et impériales. Ce sont en effet d'autres termes qui se sont imposés, alors qui sont eux-mêmes d'ailleurs des termes problématiques. Le terme de Vormärz, donc qui signifie avant mars, c'est-à-dire qui désigne donc les décennies précédant les insurrections de mars et du printemps 1848, est évidemment une terminologie qui pose problème parce qu'elle est fortement téléologique et qu'elle induit, qu'on le veuille ou non, une forme de lecture à rebours des événements comme devant inéluctablement aboutir à cette explosion sociale et politique du printemps 1848. Tout aussi problématique, même si elle a été là aussi très utilisée par l'historiographie allemande, comme vous l'avez rappelé, cette terminologie de Biedermeier, qui a fini par devenir un adjectif, mais qui est tiré du nom d'un personnage fictif, auteur de poésie tout à fait conforme au goût, à la culture et à l'apolitisme dominant dans les rangs de la bourgeoisie allemande et autrichienne durant l'époque qui intéresse, et qui est effectivement une terminologie qui vient plutôt du champ des études littéraires, des études culturelles, et qui a été largement transposée par les historiens des mondes germaniques à cette période, faute en fait de pouvoir trouver des terminologies qui permettent de rendre compte de périodes qui sont en réalité extrêmement ambiguës en elles-mêmes. Et on est au début de la période, on est à un moment clé, celui du Congrès de Vienne, et celui de la création d'une entité qui va un petit peu cadenasser, j'allais dire, tout ce début du 19e siècle européen, c'est celui de la Sainte Alliance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Congrès de Vienne, et justement de ce que le chancelier autrichien a essayé de mettre en place à cette époque-là, c'est-à-dire ce système méternique de la Sainte Alliance? Alors, ce que l'on doit quand même souligner, c'est qu'une des ambiguïtés du Congrès de Vienne, c'est qu'il va globalement, on va y revenir dans le détail, mais il va globalement certes réaffirmer le principe dynastique, mais pour autant, le Congrès de Vienne ne se traduit absolument pas par un retour aux frontières des États pré-révolutionnaires. De fait, tous les États qui existaient à la fin du XVIIIe siècle ne sont pas rétablis au moment du Congrès de Vienne. C'est vrai en particulier dans l'espace germanique, qui était, on le sait, constitué par une poussière d'États tout à fait multiples, principautés ecclésiastiques et laïques, duchés, comtés, villes libres du Saint-Empire, et la plupart de ces micro-territoires avaient été largement médiatisés à l'époque même de Napoléon, au profit d'États de taille moyenne, et ce sont bien ces États de taille moyenne qui vont être largement conservés et confortés au moment du Congrès de Vienne, et non pas les États qui préexistaient à la fin du XVIIIe siècle. De même, on n'a pas de retour aux frontières pré-révolutionnaires dans la péninsule italienne. Il n'est d'ailleurs qu'à noter la suppression des républiques oligarchiques de Venise et de Gênes, et on voit également en Italie que le principe dynastique n'est pas rigoureusement appliqué, par exemple
Parme, dans le cas du duché de Parme. On ne remet pas sur le trône de Parme la dynastie des Bourbons, mais on donne ce trône de Parme de manière transitoire et en guise de compensation à l'ex-impératrice des Français, Marie-Louise. Donc on voit que le principe dynastique est finalement un principe à géométrie variable que l'on applique finalement, en gros, quand ça arrange finalement les grandes puissances au sein du concert européen. Et ça on l'observe également dans les Pays-Bas, puisque ces Pays-Bas vont donc être unifiés entre leurs composantes septentrionales, anciennes provinces unies, et leurs composantes méridionales, anciens Pays-Bas autrichiens à la veille de la Révolution française, Pays-Bas unifiés donc et confiés à la dynastie des Orange-Nassau, dont l'objectif est avant tout en fait de créer un glacis protecteur pour freiner les éventuelles ambitions expansionnistes françaises en direction du nord, d'autant que évidemment la crainte de cet expansionnisme a été encore accrue au moment de l'épisode des 100 jours. Donc l'idée finalement de cette nouvelle carte de l'Europe, ça n'est pas de revenir à la carte de l'Europe d'avant la Révolution, d'avant Napoléon, mais c'est justement de créer un système d'équilibre entre les grandes puissances en Europe, et système d'équilibre qui reste, au moins dans un premier temps, largement tourné et largement méfiant à l'égard de l'éventuel expansionnisme français. Et c'est ça en fait tout le sens justement de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la Sainte Alliance, qui va être scellée précisément, plus ou moins à l'initiative du tsar Alexandre Ier en 1815, entre les grandes puissances européennes. Alors cette Sainte Alliance, elle a évidemment généré une interprétation assez contrastée. On l'a longtemps dépeinte comme étant, et elle l'a été à certains égards, un instrument de répression au service des intérêts et du principe dynastique, et qu'on mobilisait contre les mouvements nationaux et contre les mouvements libéraux. Mais en même temps, cette Sainte Alliance, elle se veut, et elle est aussi, une forme de république des princes. J'emprunte vraiment ce terme de république des princes à Reinhard Koselleck, et elle vise à maintenir entre ces princes et entre ces dynasties des équilibres, certes précaires, certes contestés, mais des équilibres qui permettent de juguler et souvent de régler en amont les points de tension et les points de conflit éventuels avant qu'ils ne dégénèrent en guerre européenne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas régulièrement des épisodes de crise, qu'on n'a pas d'ailleurs des guerres, mais ce sont des guerres qui restent localisées. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la Sainte Alliance, quasiment jusqu'à la guerre de Crimée, elle va jouer ce rôle d'instance de régulation des conflits qui garde finalement une circonscription régionale et qui ne deviennent jamais des conflits à l'échelle européenne, comme ils avaient pu l'être à la fin du XVIIIe ou au tout début du XIXe siècle. Donc oui, si on vous suit, c'est vraiment l'Europe qui sort traumatisée de l'expérience napoléonienne et qui veut éviter une conflagration générale. Mais ça ne marche pas totalement au niveau local. J'ai l'exemple grec en tête, par exemple, où effectivement là il y a un conflit très médiatisé d'ailleurs dès l'époque, avec des émigrés qui vont se battre là-bas, comme Byron notamment. Tout à fait. Alors là-dessus, en effet, il ne faut pas surévaluer l'efficacité du système de la Sainte Alliance, qui reposait notamment sur l'organisation plus ou moins régulière de congrès et de conférences dans lesquels les grandes puissances monarchiques envoyaient des émissaires, afin justement de réguler les relations internationales sur le vieux continent. En réalité, on le voit très bien, ce système de la Sainte Alliance, il va très vite se gripper, puisque les intérêts des uns et des autres peuvent s'avérer profondément divergents, et vous avez tout à fait raison de revenir sur la crise grecque, qui va être sans doute la première manifestation et la plus évidente manifestation dès les années 1820 de cette incapacité de la Sainte Alliance à résoudre les conflits qui peuvent surgir sur le sol européen. Alors on le sait, cette crise grecque, elle commence au départ par un soulèvement de patriotes grecs en Morée contre l'Empire ottoman en 1821, et on le sait, elle va très très vite gagner en ampleur du fait de la réponse très brutale des autorités ottomanes à ce soulèvement des patriotes grecs, et en particulier au fameux massacre de Chios, perpétré en 1822, durant lesquels les populations civiles chrétiennes grecques sont effectivement massacrées, et pour une partie d'entre elles réduites en esclavage, des massacres qui ont été immortalisés notamment par le très célèbre tableau d'Eugène Delacroix, qui fera évidemment qui aura un immense retentissement au Salon de Paris, et ce massacre va contribuer à réveiller les opinions et les consciences occidentales, scandalisées par l'attitude ottomane, et va être, comme vous l'avez bien signalé, un des points de cristallisation du philhellénisme que vont incarner toute une génération romantique dont Byron fait évidemment partie. Alors du point de vue des relations internationales, cette crise grecque elle est aussi intéressante parce qu'elle montre que pour la première fois, on va aller à l'encontre d'un des principes qui était au cœur de la Sainte Alliance et du Congrès de Vienne, qui était le principe de non-intervention dans les affaires intérieures d'un État souverain quand
quand le souverain ne faisait pas appel justement aux autres souverains européens pour venir l'aider à rétablir l'ordre dans ces territoires. Ici, pour la Grande-Bretagne, pourquoi finalement se décider à soutenir l'insurrection grecque? Alors, il y a évidemment des considérations de type humanitaire, qu'incarne effectivement tout le courant philhellénique, mais il y a également des considérations profondément stratégiques. Un des objectifs de Londres, c'est d'éviter que la Russie, au nom du panslavisme, au nom du soutien aux chrétiens orthodoxes opprimés, ne gagne en influence dans les Balkans et ne parvienne ainsi à accéder à ces mers chaudes qui, on le sait, vont être un des grands objectifs de la politique étrangère russe pendant tout le 19e siècle. Et donc, justement, pour éviter de se retrouver entravé par les principes de la Sainte Alliance, la Grande-Bretagne décide de boycotter le congrès organisé par la Sainte Alliance à Saint-Pétersbourg en 1825 et décide de s'associer à la France pour intervenir militairement aux côtés des insurgés grecs. Ce sera la fameuse bataille navale de Navarin en 1827 et elle va ainsi contribuer à l'indépendance de la Grèce qui sera officiellement actée entre 1829 et 1830. Donc on le voit, les limites, elles sont déjà très très nettes dès le milieu des années 1820. Et une des grosses limites, n'est-ce pas aussi la révolution en France, les Trois Glorieuses, où finalement les Bourbons sont chassés du pouvoir, véritablement, et là, ça n'a pas posé un problème au niveau européen? Alors, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est de noter que lorsque Charles X est renversé par les Trois Glorieuses du trône, finalement, très vite, les grandes puissances ont renoncé à intervenir militairement en France pour rétablir les Bourbons sur le trône. Et cela tient, là encore, au fait que la Grande-Bretagne s'est précocement désolidarisée du reste de la Sainte Alliance en reconnaissant très rapidement, c'était un des avantages de mettre dans son camp Talleyrand, et qui avait évidemment un carnet d'adresses tout à fait fourni, notamment outre-Manche, qui va reconnaître promptement le régime de Juillet et qui va entraîner dans la foulée une reconnaissance de ce jeune régime de Juillet par la quasi-totalité des États européens. Alors certains vont plus ou moins traîner, la Russie, il faudra attendre 1835 pour avoir cette reconnaissance, mais enfin la Russie était suffisamment isolée et éloignée pour que ces réticences à reconnaître la transition dynastique en France ne soient pas un obstacle au maintien de ce régime sur le trône. Et de fait, ce début des années 30, on voit bien qui correspond à une phase de flottement dans la Sainte Alliance qui renonce, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans ce qui va devenir la future Belgique, qui renonce à intervenir militairement pour rétablir l'ordre et pour remettre sur le trône des souverains contestés, puisque lorsque le roi Guillaume Ier des Pays-Bas va voir son autorité dans le sud de ces États contestés par les indépendantistes belges en 1830, il va rester largement isolé, faute de soutien effectivement des monarchies européennes, isolé face à un jeune royaume belge qui va recevoir, lui au contraire, le soutien militaire franco-britannique. Ce sera la campagne des 10 jours en août 1831, et qui permettra à ce jeune royaume belge de reprendre en 1832 le port d'Anvers que les Néerlandais continuaient d'occuper jusque-là. Et dans les années 1830, est-ce qu'il y a d'autres crises comme ça qui cristallisent cette mésentente au sein de la Sainte Alliance? Alors, il y a en tout cas d'autres crises qui montrent très bien que le système de la Sainte Alliance, le principe dynastique remis en place en 1814-1815 et la carte de l'Europe telle qu'elle a été refondée suscitent des résistances de plus en plus évidentes et de plus en plus explosives. Au début, par exemple, des années 1830, en 1831-1832, on aura des séries d'insurrections qui éclatent en Italie et qui vont voir l'Autriche intervenir pour soutenir le duc de Modène ou pour soutenir les autorités pontificales lorsqu'elles sont contestées dans les légations des marches de Romagne ou d'Ombrie par des insurrections Carbonari en particulier. Mais contrairement à ce qui s'était passé lorsque la Sainte Alliance était intervenue militairement en Italie dans les années 1820, cette fois en 1831-32, la France n'entend pas laisser faire et le jeune régime de Louis-Philippe va effectivement répliquer à cette intervention autrichienne en Italie en faisant occuper le port d'Ancône de 1832 à 1838. De la même manière, la France avait manifesté une très vive indignation après l'écrasement par la Russie de l'insurrection nationale polonaise suite à la proclamation d'indépendance de la Pologne en novembre 1830. Et cette insurrection nationale polonaise est donc écrasée par les Russes en septembre 1831. Vive indignation dans l'opinion publique, même si le gouvernement de Casimir Perier se garde d'intervenir militairement et diplomatiquement, jugeant effectivement qu'il est trop isolé à ce moment-là en Europe pour pouvoir véritablement s'opposer frontalement à la Russie. À défaut d'intervenir militairement, néanmoins, Casimir Perier
va développer, à la suite de cette insurrection nationale polonaise et de la répression qu'elle suscite de la part de la Russie, va organiser en France les premiers comités d'accueil pour pas moins de 10 000 exilés politiques polonais. C'est ce qu'on appelait la grande émigration, et c'est, on peut le dire, les prémices de la notion même de réfugiés politiques et des dispositifs d'accueil mis en place pour ces derniers, qui seront ensuite adaptés et étendus lorsqu'on verra affluer sur le sol français des patriotes et des libéraux italiens, mais aussi des carlistes espagnols. Je renvoie notamment sur ce point aux travaux extrêmement fournis de Delphine Diaz, qui avait été tout à fait fondateur de ce point de vue-là. Donc il y a aussi cette question d'Orient qui grève un peu certains gouvernements, notamment français, je pense au gouvernement tiers, qui fait qu'il y a des dissensions là aussi sur ce point de vue particulier. Alors là effectivement, on est légèrement décalé là, en termes de périodisation, puisque la crise d'Orient stricto sensu, elle éclate véritablement dans les années 1840. Et elle est suscitée cette fois par une politique étrangère très audacieuse du gouvernement tiers qui va ouvertement à l'encontre des grands équilibres qui avaient été mis en place au moment du Congrès de Vienne. En effet, la France ne craint pas de soutenir ouvertement le khedive égyptien Mehemet Ali dans ses visées indépendantistes par rapport à la Sublime Porte, au risque justement de contester la domination ottomane en Égypte et d'entrer en conflit avec la Grande-Bretagne. Et on le sait, la question d'Orient justement mène la France au bord de la guerre finalement avec la Grande-Bretagne. Ce qui est inquiétant finalement aussi dans cette politique étrangère aventureuse d'Adolphe Thiers, c'est qu'elle se cumule avec un réveil, ou du moins dans les discours, des ambitions expansionnistes en Europe elle-même, puisque parallèlement, Adolphe Thiers fait valoir des visées expansionnistes éventuelles sur la rive gauche du Rhin, qui suscitent parallèlement à la question d'Orient une crise du Rhin, et qui va là aussi réveiller en Allemagne un patriotisme allemand à forte dimension francophobe. C'est pas un hasard si c'est d'ailleurs le moment où va être composée la chanson La Garde sur le Rhin, en 1840, qui fera ensuite office de quasi hymne officiel du Reich allemand entre 71 et 1914. Donc en effet, le début des années 40 montre bien comment on a à nouveau une nouvelle fracturation, une nouvelle remise en cause des équilibres tout à fait précaires et de plus en plus contestés qui avaient pu être mis en place au moment du Congrès de Vienne. C'est le cas aussi en Autriche dans ces années 1840, notamment contre le nationalisme polonais. Alors c'est le cas effectivement encore plus tardivement, notamment en 1846, lorsque l'Autriche va effectivement écraser un soulèvement polonais qui éclate en Galicie, donc la région polonaise qui avait été attribuée à l'Autriche. Coup de force qui lui permet d'ailleurs à l'Autriche d'annexer la ville libre de Cracovie, dont l'autonomie avait pourtant été officiellement garantie par le Congrès de Vienne. On voit comment finalement le chancelier Metternich, qu'on a longtemps présenté comme étant le garant des grands principes de la Sainte Alliance et du Congrès de Vienne, eh bien lorsque des intérêts stratégiques de l'Autriche sont en jeu, n'hésite pas parfois à les outrepasser et à redéfinir une partie des équilibres qu'il avait lui-même pu contribuer à mettre en place. Alors Bertrand Goujon nous avait très bien montré un petit peu cette évolution, j'allais dire, spatiale des États, avec ce fonctionnement européen qui a voulu être mis en place par la Sainte Alliance et le Congrès de Vienne. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le fonctionnement politique des États, et fonctionnement même social, on pourra l'évoquer aussi, avec cette idée, est-ce qu'il y a eu véritablement un retour à la monarchie d'Ancien Régime, ou est-ce qu'il y a eu une véritable, on va dire, on a tenu compte de ce qui s'est passé pendant la Révolution? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 1815-1820 à peu près? Alors effectivement, contrairement à ce qu'on a pendant très longtemps dit, ces monarchies post-révolutionnaires, elles n'ont ni rien appris, ni rien oublié. Et elles ont effectivement largement tiré les leçons, en tout cas elles ont tiré certaines leçons assez marquantes des années révolutionnaires et impériales. On n'a pas, au sens strict du terme, un rétablissement des anciens régimes eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, je renverrai notamment à l'article d'Olivier Faure qu'il a consacré à ce mythe d'un retour de l'Ancien Régime sous la Restauration, dans le cas français en particulier. Alors, en effet, ce qu'on observe, et la France de ce point de vue-là est tout à fait symptomatique, c'est que de nombreux États européens vont conserver les principales institutions qu'elles avaient pu acquérir à l'époque révolutionnaire ou à l'époque napoléonienne.
En France, par exemple, contre l'avis même d'une large partie des ultra-royalistes, Louis XVIII va garder l'organisation territoriale du pays, l'organisation administrative et l'organisation judiciaire. Il va également garantir dans la charte le caractère irrévocable des ventes de biens nationaux. Il va aussi reconnaître la persistance des titres de noblesse, des décorations, des pensions et des créances qu'il avait hérité de son prédécesseur Napoléon. Autrement dit, même dans la charte, il y a déjà une espèce de subtil compromis avec l'esprit du temps et avec les élites post-révolutionnaires, dans un souci finalement très pragmatique de concilier et de réconcilier l'ancienne et la nouvelle France, mais aussi de conserver au service de la monarchie des structures efficaces pour le gouvernement du pays, ainsi que des serviteurs tout à fait zélés. Et ce pragmatisme qu'on observe sur le plan des institutions, sur le plan également de l'appareil d'État, on l'observe également au niveau social. Les années 1814-1848 ne correspondent pas à un retour aux sociétés d'ordre, là où elles avaient été abolies. Ça n'est pas pour autant que les anciens ordres privilégiés, noblesse ou clergé, n'ont pas essayé évidemment de revenir sur le devant de la scène. On le sait, dans toute l'Europe, on va assister à un réinvestissement massif des postes clés dans les appareils d'État. En France, on va avoir une tentative de reconstitution des patrimoines par l'ancienne noblesse, soit par le biais des indemnisations du milliard des émigrés, soit par le biais du dispositif juridique du majorat. Dans les États allemands ou italiens, ça va être l'expérience du fideikommiss qui permet d'assurer le rétablissement et la perpétuation des patrimoines écornés, mais pour autant, les noblesses ne sont pas rétablies en tant qu'ordre privilégié comme elles pouvaient l'être sous l'Ancien Régime, notamment sur le plan juridique. Et on observe à peu près le même constat pour ce qui est des églises, et ce, là encore dans le cas de la France, en dépit de la stratégie d'alliance du trône et de l'autel qui a pu caractériser la Restauration en France en particulier. Ce que je viens de dire des sociétés d'ordre et des ordres privilégiés pré-révolutionnaires qui avaient été noblesse et clergé, on peut également le dire de l'organisation des structures de production. Il n'y a pas de retour ni aux structures ni aux contraintes de type corporatif, et même si on a un retour en force des idées mercantilistes et des idées protectionnistes, pour autant, on ne revient pas aux formes d'organisation du travail telles qu'elles pouvaient être mises en place dans l'Europe pré-révolutionnaire. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, les États qu'il avait acquis, qu'il avait mis en place et expérimentés à l'époque de Napoléon, vont largement conserver, sinon le Code civil lui-même, du moins les grands principes qu'en étaient les fondateurs et qui vont perdurer au-delà de 1814-1815. Alors cette période 1815-1848, c'est aussi une période donc d'expérimentation constitutionnelle qui tienne compte d'avancées de la Révolution. Alors est-ce que vous pourriez évoquer ces cas-là, notamment on parle du cas français bien sûr, avec la charte, mais pas que, il y a d'autres cas en Europe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces nouveautés un petit peu sur le plan des constitutions dans les pays? Alors ce qu'on peut dire d'abord, c'est que ces expérimentations constitutionnelles, elles sont avant tout caractéristiques de l'Europe de l'Ouest, de manière générale. On pense évidemment avant tout aux chartes que la France a connues durant la période, puisqu'il y a en fait deux chartes, la charte de juin 1814 octroyée par Louis XVIII et la charte révisée de 1830 au lendemain des Trois Glorieuses acceptée par Louis-Philippe. Mais il y a d'autres équivalents de cette charte dans d'autres pays, la loi fondamentale, la Grondwet comme on l'appelle aux Pays-Bas, unifiée dès 1815. Les États allemands eux-mêmes, du moins les États du sud-ouest de l'Allemagne, puisque le Grand-Duché de Bade, le Wurtemberg et la Bavière se dotent également de constitutions entre 1818 et 1819. On aura une éphémère constitution libérale au Piémont, on y reviendra au moment de l'insurrection libérale que connaît le Piémont-Sardaigne et d'une brève régence qui va s'installer à ce moment-là, une constitution belge en 1831, un statuto réal espagnol en 1834, et puis des séries de constitutions portugaises, plus ou moins progressistes, mais notamment deux qu'ils sont particulièrement en 1822 et 1838. Donc ces expérimentations constitutionnelles, on le voit, sont avant tout le fait de l'Europe de l'Ouest, et elles contrastent au contraire avec la grande résistance qu'opposent les monarchies d'Europe centrale et d'Europe orientale à accorder la moindre concession constitutionnelle à leur sujet.
De ce point de vue-là, ce qui est notamment très net, c'est le cas de la Prusse, où le roi Frédéric Guillaume IV refuse obstinément de céder aux revendications politiques des libéraux rhénans en 1846 et en 1847, et où cette intransigeance, elle va largement contribuer à la déflagration révolutionnaire au sein du royaume de Prusse et plus généralement dans les États allemands. Et puis, cette opposition au constitutionnalisme est poussée encore plus loin dans les empires russes et autrichiens, pour lesquels l'idée, le principe même de constitution est vu comme étant en soi un élément de subversion, un élément de révolutionnaire qui est purement inconciliable avec le principe, avec le fonctionnement monarchique. Donc si on vous suit bien d'après ce que vous venez de dire, il n'y a pas de bloc homogène de monarchie en Europe durant cette période. Alors, sur le plan constitutionnel, je dirais clairement pas, et en fait même parmi les États qui vont promulguer des constitutions, on n'a même pas un modèle uniforme qui va s'imposer partout. Au contraire, c'est bien une mosaïque institutionnelle à laquelle on assiste même dans les monarchies constitutionnelles du 1er 19e siècle. Et cette mosaïque institutionnelle, elle tient au fait qu'on va s'inspirer selon les États de sources d'inspiration et de modèles antérieurs qui ne sont pas les mêmes, et qu'on va aussi tenir compte des rapports de force ou des traditions qui sont propres à chacun des États en question. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'on aurait donc eu une diffusion ou une généralisation du fameux modèle anglais de parlementarisme. Mais ce modèle anglais de parlementarisme, en réalité, il ne sature absolument pas, loin s'en faut, le contenu des textes constitutionnels qui sont mis en place entre 1814 et 1848. Prenons par exemple la charte française de 1814. Cette charte française de 1814, finalement, qu'est-ce qu'elle prend à l'Angleterre ? C'est avant tout le principe du bicamérisme, c'est-à-dire le fait qu'on aura deux chambres, d'une part une chambre haute, aristocratique et héréditaire, l'équivalent de la Chambre des Lords et qui s'appellera la Chambre des Pairs en France, et d'autre part, une chambre basse qui sera effectivement élue dans le cadre d'un suffrage censitaire. En Grande-Bretagne, c'est la Chambre des communes, ça deviendra la Chambre des députés dans le cas de la France. Mais finalement, si on dépasse ce principe bicaméral, ce que l'on observe par ailleurs, c'est dans la charte de 1814 des sources d'inspiration très différentes de ce qu'on a dans la tradition parlementaire britannique. On va notamment aller largement puiser dans les traditions pré-révolutionnaires. Et ça va notamment irriguer les pouvoirs encore considérables qui sont réservés à la puissance royale, à la prérogative royale au sein de la charte de 1814, on y reviendra sûrement. C'est ce que traduit également le retour au catholicisme d'État que prévoit la charte de 1814. Et puis on va également s'inspirer d'une expérience constitutionnelle française largement oubliée, celle de 1791-92, durant laquelle la France avait déjà expérimenté une monarchie parlementaire. Enfin, la charte, elle va en partie réintroduire dans la Constitution elle-même des héritages de la Révolution, et surtout du Premier Empire, sur le plan des institutions et sur le plan notamment de l'organisation administrative et judiciaire. Ça, c'est effectivement donc le premier point, on a une véritable mosaïque institutionnelle. Et puis le deuxième point à souligner, c'est que ces constitutions, elles ne sont pas promulguées dans des contextes qui sont partout similaires, qui sont partout identiques. Pour ce qui est de la charte de 1814, on le sait, elle a été largement octroyée par Louis XVIII sous la pression des Alliés et notamment de la Grande-Bretagne, et elle a été concédée par le roi pour rallier à la couronne les anciens partisans de l'Empire napoléonien déchu. Dans d'autres cas, les constitutions, elles sont octroyées après des révolutions ou après des insurrections. C'est le cas par exemple dans le Piémont en 1821, lorsque effectivement le régent libéral Charles-Albert de Savoie-Carignan, durant sa courte régence, va octroyer une constitution très éphémère que le nouveau roi Charles-Félix va d'ailleurs rapidement se charger de reléguer aux oubliettes. C'est le cas aussi pour la charte révisée de 1830, qui sont le produit de la révolution des Trois Glorieuses. Et dans certains cas, eh bien, ce ne sont pas tant des insurrections ou des révolutions qui sont le contexte qui permettent la mise en place de ces constitutions, mais ce sont des contextes de guerre civile sanglante qui vont opposer forces libérales et forces conservatrices. Et ça, c'est le cas notamment dans la péninsule ibérique, où les changements constitutionnels successifs que connaissent l'Espagne et le Portugal sont justement rythmés par l'évolution des rapports de force entre traditionalistes et libéraux au fil des guerres carlistes et miguelistes qui vont ensanglanter la péninsule. Alors on vient de très très bien définir ce premier terme du sujet qui était celui de monarchie. Maintenant on va s'attacher au deuxième terme qui est celui de révolution et peut-être d'essayer de montrer qu'il n'est pas là non plus univoque et qu'il n'y a pas une mais des révolutions, comme le S qui est entre parenthèses dans le sujet. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur ce terme-là ? Alors effectivement, ce qu'on doit d'abord souligner, c'est que cette période 1814-1848, elle va être scandée en Europe par des épisodes révolutionnaires
insurrectionnels qui peuvent déboucher sur des configurations différentes. Ça peut être dans certains cas des changements de souverain. C'est ce qu'on voit par exemple au Piémont en 1821, lorsque le roi Victor Emmanuel Ier sera effectivement remplacé après la Révolution piémontaise par son frère Charles Félix, après la courte régence exercée par leur cousin Charles Albert que je viens d'évoquer. Dans d'autres cas, ça n'est pas seulement des changements de souverain, ce sont véritablement des changements de dynastie, et qui s'accompagnent de changements institutionnels. De ce point de vue-là, on l'observe notamment en France, avec les Trois Glorieuses et l'avènement du régime de Juillet. Dans certains cas, l'octroi de la Constitution va de pair avec l'accès à l'indépendance. On l'observe en Grèce en 29-30, on l'observe en Belgique en 1830-1831. Ces différentes révolutions du 1er 19e siècle soulignent aussi qu'elles sont étroitement associées à l'image de la barricade. Barricade qui est un dispositif omniprésent dans ces divers soulèvements, particulièrement adapté à une stratégie de guérilla, dans les configurations topographiques urbaines qui sont celles de l'époque, du 1er 19e siècle, c'est-à-dire avant les grandes transformations urbaines type haussmannien qui vont rendre finalement la barricade beaucoup moins opératoire d'un point de vue insurrectionnel. Et cette barricade, elle va être évidemment promptement intégrée dans une véritable mythologie du peuple insurgé qui va particulièrement caractériser les années 1830 et qui va nourrir toute une imagerie, tout un discours romantique, littéraire ou iconographique. Je renvoie ici notamment à la fameuse Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, mais aussi à tous les travaux de Nathalie Jakubowicz sur les Trois Glorieuses de ce point de vue-là. Mais ça, c'est effectivement des cas dans lesquels les révolutions ont finalement débouché sur des ruptures, des changements dynastiques, institutionnels, nationaux majeurs. Il y a aussi sur la période un certain nombre de révolutions manquées, entre deux guillemets, ou du moins de révolutions inabouties, qui sont tout aussi nombreuses, plus nombreuses sans doute même, celle de Naples en 1820, celle de la Pologne russe en 1830-1831, celle de Modène et des Romagnes en 1831 également, à nouveau une insurrection à Naples en 1832, insurrection en Sicile en 1937, en Calabre en 1944, à Bologne en 1844-45, à Cracovie on l'avait évoqué en 1946, ou encore à Ferrare en 1847. Des révolutions qui sont effectivement inabouties ou manquées parce qu'elles vont se heurter d'emblée à des répressions très sanglantes avec l'intervention militaire brutale qui peut être coordonnée à l'échelle même de la Sainte Alliance, avec donc une forme d'interventionnisme coordonné entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, les grandes puissances de l'époque, afin de maintenir l'ordre établi au moment du congrès de Vienne. Et de ce point de vue-là, on voit bien comment les congrès qui vont être organisés par la Sainte Alliance à Troppau en 1820 ou à Leibach, qui est le nom allemand de Ljubljana en 1821, ces congrès vont être des moments centraux pour coordonner entre grandes puissances l'intervention autrichienne en Italie, tandis que le congrès de Vérone en 1822 sera cette fois l'occasion de rétablir la France au cœur du concert européen en lui confiant l'expédition chargée de rétablir en Espagne le roi Ferdinand VII face aux revendications libérales des Cortés, et ça aboutira effectivement en 1823 en ouvrant ensuite sur toute une longue phase de durcissement réactionnaire, puisque ce qui est caractéristique aussi de ces révolutions manquées ou inabouties, c'est qu'elles débouchent toujours sur une phase de durcissement réactionnaire. On le voit très nettement par exemple dans le cas de la Pologne insurgée en 1830, où le rétablissement de l'ordre russe va de pair avec une politique de russification brutale qui va traverser tout le règne de Nicolas Ier, avec des confiscations de terres à des nobles polonais, avec des restrictions imposées à la langue et à la culture polonaise, avec un contrôle très strict sur les écoles et les universités, censure, surveillance policière, prosélytisme orthodoxe contre l'Église catholique, qui montrent bien que ces révolutions manquées, elles peuvent avoir effectivement des conséquences extrêmement lourdes sur les territoires qui se sont soulevés contre les ordres établis en 1814-1815. Et donc, une des conséquences aussi, ça va être l'émigration d'une partie justement des nationalistes, et en même temps, j'allais dire, les deux vont de pair à mon avis aussi, l'apparition de tous ces mouvements européens de ce qu'on pourrait appeler de jeunes, comme la Jeune Italie par exemple, de tous ces Mazzini, de tous ceux qui sont à l'origine, dans les années qui suivent, d'indépendance, ou en tout cas de velléité d'indépendance. Alors, en effet, la violence de la répression orchestrée par la Sainte Alliance et le durcissement réactionnaire des souverains rétablis
s'affaiblit justement dans leur autorité grâce à l'écrasement des insurrections, va pousser vers l'exil politique les opposants libéraux ou nationaux à l'ordre mis en place en 1815. On va donc avoir tout un phénomène migratoire assez massif, qui a été notamment largement étudié par Sylvie April, d'exil politique qui vont contribuer à un mouvement tout à fait complexe de circulation des hommes et des idées, mais qui va aussi contribuer en effet à internationaliser les réseaux contestataires de cet ordre forgé au moment du Congrès de Vienne. Alors ces exilés politiques, ils vont largement trouver refuge dans les États les moins réactionnaires d'Europe, donc avant tout dans les États d'Europe du Nord-Ouest, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et la Suisse. Et ce sera effectivement dans ces États plutôt bienveillants qu'ils vont pouvoir constituer ou reconstituer des structures d'opposition et des structures d'affirmation politique et nationale. Et vous avez tout à fait eu raison de rappeler de ce point de vue-là que le mouvement Jeune Italie, Giovanni Italia, qui va se structurer autour de Giuseppe Mazzini et qui va incarner l'aspiration au risorgimento, c'est-à-dire à l'unification italienne durant la période, eh bien ce mouvement il va largement se constituer sur le sol français, où Mazzini lui-même d'ailleurs s'était réfugié à partir de 1831, et c'est justement depuis la France que Mazzini, qui était rentré en contact avec les milieux carbonari qui entouraient Philippe Buonarroti, mais aussi avec les milieux saint-simoniens, va organiser un certain nombre d'insurrections et de soulèvements en Italie, notamment en Savoie ou à Gênes en 1833 et 1834. Finalement, ayant constaté que cette stratégie d'organisation depuis l'extérieur de l'insurrection dans la péninsule italienne ne fonctionnait pas, Mazzini va fonder en 1835 un mouvement qui s'intitule cette fois Jeune Europe, Giovane Europa, et qui vise à fédérer l'ensemble des mouvements patriotiques européens qui ne se reconnaissent pas dans la carte et dans le système mis en place au moment du Congrès de Vienne. Donc on y trouve aussi bien des patriotes italiens, naturellement, que des Irlandais, des Polonais, des Hongrois et des Grecs, et qui proposent finalement une articulation des combats nationaux en remettant en cause, de manière globale, un système européen qui ne reconnaît pas suffisamment à leur goût la question nationale. Cette internationalisation des mouvements de revendication nationale, on la retrouve aussi par exemple, dans le cas de la Pologne. Le mouvement national polonais, on le sait, va largement se structurer à partir de 1831 à Paris, dans les rangs de la grande émigration, et c'est justement Paris qui va être le centre des trois grands groupes qui vont ensuite structurer ce mouvement national polonais, un groupe plutôt conservateur autour du prince Czartoryski et de son hôtel particulier, l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis, un courant plus libéral et républicain modéré autour du comité national polonais, et enfin un courant plus radical et plus réformiste encore autour de la société démocratique polonaise, qui vont donc incarner sur le sol français la persistance d'une idée nationale polonaise qui, évidemment, ne peut plus, sauf à basculer dans la clandestinité la plus complète et à subir la répression de l'appareil d'État tsariste, subsister sur le sol polonais lui-même. Alors, ce terme de révolution, il doit peut-être aussi ne pas faire oublier que ce n'est pas là le seul biais, à la fois de contestation, mais aussi d'évolution politique. Il y a d'autres lieux, il y a d'autres espaces, il n'y a pas que la barricade, pour que les peuples et leurs élus, parfois, contestent la monarchie, ou en tout cas l'évolution monarchique, et essaient d'aller vers des mouvements plus libéraux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors effectivement, il y a bien d'autres formes de contestation que la seule insurrection ou la seule révolution. Et de ce point de vue notamment, si on se place dans les monarchies qui se sont dotées de constitutions, ces constitutions prévoient la mise en place d'instances représentatives. Alors instances représentatives qui sont largement biaisées dans leur recrutement sociologique notamment, qui est un recrutement extrêmement restrictif, que ce soit évidemment dans les chambres hautes, qui gardent un caractère très aristocratique, très héréditaire, mais que ce soit également dans les chambres basses, puisque ce sont en fait des dispositifs censitaires qui sont mis en place et qui restreignent le droit de suffrage aux plus riches contribuables seulement. Des institutions représentatives qui ont également une autre limite, c'est-à-dire c'est finalement la publicité toute relative de leurs débats. Il n'y a pas forcément de transcription dans la presse de l'intégralité des discussions parlementaires qui s'y tiennent. Et pour autant, ces instances représentatives, comme
comme vous avez suggéré, vont progressivement devenir des espaces de discussion, des espaces d'expression concordante qui interdisent d'y voir de simples chambres d'enregistrement. Et de ce point de vue-là, la France est un terrain d'observation, à mon avis, tout à fait intéressant. En France, la charte de 1814, elle a en effet mis en place un compromis assez ambigu entre le principe de la souveraineté royale et le principe de la représentation nationale incarnée par la Chambre des Pairs et par la Chambre des députés. Pour rappel, la charte de 1814, elle prévoit en effet que la personne du roi est inviolable et sacrée, que les ministres ne sont responsables que devant le roi, que le roi garde l'intégralité du pouvoir exécutif et qu'il garde par ailleurs de très larges pouvoirs législatifs, puisque c'est à lui que revient la possibilité de proposer et de promulguer la loi, et des pouvoirs judiciaires qui ne sont pas négligeables, notamment le droit de grâce. Donc des prérogatives royales tout à fait considérables, auxquelles s'ajoute le commandement des armées, la signature des traités, le monopole des nominations civiles et militaires, et auxquelles s'ajoute surtout dans la charte de 1814 le fait que le roi peut même gouverner par ordonnance en se plaçant complètement des institutions parlementaires en les contournant dès lors qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui le justifient. Ça, c'est le fameux article 14 de la charte. Et pourtant, la charte en même temps, elle reconnaît un certain nombre de pouvoirs aux chambres. Alors certes, les chambres ne peuvent pas renverser le gouvernement, dès lors que le gouvernement a encore la confiance royale, mais en revanche, les chambres ont la possibilité de discuter les lois, elles peuvent les amender, elles peuvent interpeller le roi et son gouvernement par le biais d'adresses notamment, et surtout, elles ont le monopole du vote du budget. Et ça devient évidemment un des leviers possibles pour pouvoir éventuellement s'opposer au pouvoir royal. Et donc, malgré ces contraintes et ces limites, la vie parlementaire de la Restauration, elle va en fait être rythmée par des séries de polémiques extrêmement vives, jusqu'au bras de fer final, qui va s'engager entre le pouvoir royal et la Chambre des députés, bras de fer qui s'effectue lorsque le roi Charles X prétend imposer justement des gouvernements qui sont à sa convenance, c'est-à-dire des gouvernements ultra-royalistes, mais qui n'ont plus de majorité parlementaire. Et de ce point de vue-là, la crise, elle se noue non pas en 1830, mais elle commence déjà à se nouer en 1827. Puisqu'au lendemain des élections législatives de 27, qui ont vu un très fort renforcement des modérés et des libéraux, le roi tente dans un premier temps de maintenir son premier ministre Villèle au pouvoir, avant finalement que des insurrections dans Paris ne le poussent à renoncer à Villèle et à nommer Martignac, qui est un peu plus finalement conforme à la couleur politique majoritaire à la Chambre. C'était un premier coup de semonce, mais dont le roi n'a pas tiré toutes les leçons. Et ça va être justement toute la question des événements de 1830, lorsque le roi Charles X s'entête à soutenir le gouvernement Polignac, un entêtement qui conduit d'ailleurs la Chambre des députés à voter le 16 mars 1830 l'adresse des 221, et qui met en avant cette adresse une véritable interprétation parlementaire de la charte, comme prévalant finalement sur la prérogative royale. Prérogative royale que Charles X entend néanmoins maintenir pleine et entière, en engageant le coup de force, donc considérant qu'il y a une situation extraordinaire, donc possibilité de recourir à l'article 14, les fameuses ordonnances de Saint-Cloud, qui on le sait vont être à l'origine de la révolution des Trois Glorieuses. Donc de ce point de vue-là, il y a des institutions représentatives, on peut dire qu'elles ont joué leur rôle de contestation des coups de force du pouvoir royal, et le roi Louis-Philippe d'ailleurs lui-même tiendra compte là-dessus de ce rééquilibrage des rapports de force entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir royal dans la charte révisée d'août 1830. Une charte révisée dans laquelle Louis-Philippe consent à l'abrogation de l'article 14, consent également à un élargissement des prérogatives des chambres, et qui va s'accompagner dans les années qui vont suivre de réformes institutionnelles qui vont notamment abaisser le cens et qui vont également abolir la pairie, ce qui n'enlève rien néanmoins au fait que malgré la charte révisée de 1830, ce régime de Juillet n'est absolument pas une monarchie parlementaire. Il y a toujours pour le roi la possibilité de maintenir un gouvernement qui n'a pas forcément de majorité à la Chambre. D'ailleurs, le roi va jouer cette carte-là en soutenant le gouvernement du comte Molé assez durablement. Le roi va continuer de garder une très forte influence sur un certain nombre de questions qui lui tiennent à cœur, sur les questions diplomatiques, sur les questions dynastiques, au risque même d'ailleurs d'entrer en conflit avec la représentation nationale. Donc ça n'est pas une monarchie parlementaire aboutie, très loin de là, et la monarchie de Juillet est encore moins une démocratie, puisque pour gouverner, Louis-Philippe continue de s'appuyer sur les notables, sur les bourgeoisies montantes, et qu'il va largement se crisper sur la question du cens et de son élargissement, ce qui va être d'ailleurs à l'origine de la campagne des banquets, et puis ensuite de la crise politique de février 48 qui aboutira à la chute du régime.
Alors là, on évoquait ces espaces, on va dire, institutionnels, qui pouvaient être des espaces de contestation. Je pense aussi à d'autres espaces qui sont plus informels, notamment ceux qui vont se développer de plus en plus au XIXe siècle, c'est-à-dire ceux de la presse et de l'édition, comme lieu de contestation du régime. Alors qu'est-ce qu'on peut voir à cette époque-là, sachant que, effectivement, on vous en parlait tout à l'heure, ce sont les décrets sur la presse qui sont par exemple à l'origine de la révolution des Trois Glorieuses de 1830. Tout à fait. Alors cette question de la presse et de l'édition, elle est évidemment cruciale parce qu'elle éclaire la manière dont ont pu se construire et se cristalliser les opinions publiques comme actrices à part entière du jeu politique durant le premier 19e siècle. Alors, presse et édition sont toutes deux confrontées à des cadres législatifs plus ou moins contraints selon les États. Et là encore, on observe un certain décalage entre des modèles plus progressistes ou plus libéraux et au contraire des modèles beaucoup plus réactionnaires et coercitifs et qui d'ailleurs peuvent se succéder parfois dans un même État au gré des fluctuations des rapports de force politiques. Alors, ce qui est très marqué par exemple en Europe centrale, c'est de ce point de vue-là le très fort contrôle qui est exercé sur la presse et sur l'édition. C'est le cas en particulier dans le monde germanique, puisque on le sait, le chancelier Metternich va imposer lors du congrès de Karlsbad en 1819, va imposer aux États de la Confédération allemande des régimes extrêmement restrictifs sur la presse qui vont quasiment museler la presse politique dans la quasi-totalité des États allemands. De manière générale, la censure, le contrôle préalable et la pénalisation des délits de presse sont des pratiques que l'on observe dans la quasi-totalité des États européens, mais néanmoins à l'ouest du vieux continent, ce qu'on note, c'est qu'on a au minimum des phases de relâchement de ces dispositifs coercitifs en fonction du contexte politique ou en fonction des États. Alors en France par exemple, le régime de la presse va connaître une brève libéralisation à la toute fin des années 1810 autour des lois Deserre sur la presse, également à nouveau sous le gouvernement Martignac en 1828-1829, et puis enfin au tout début du régime de Juillet avant que des restrictions fortes n'y soient imposées dès 1831 par Casimir Perier. Et puis, je l'ai dit, certains États sont plus permissifs à l'égard de la presse et à l'égard de l'édition. C'est le cas par exemple des Pays-Bas, qui là-dessus adoptent très vite un régime très libéral, qui vont en faire un des grands foyers de l'imprimé subversif et contestataire, imprimé donc dans le royaume des Pays-Bas et qui ensuite va pouvoir circuler clandestinement à travers l'Europe en y contribuant à la diffusion des idées libérales et des idées nationales. C'est le cas aussi du Wurtemberg, qui, au sein des États allemands, va être finalement le seul à ne pas s'aligner sur les fameux décrets de Karlsbad et qui, de ce point de vue-là, va être en partie mis au banc des États allemands parce que jugé justement trop tolérant avec la presse ou avec l'édition libérale de son temps. Il n'empêche que cette production écrite contestataire, elle ne sature pas l'ensemble des médias qui vont pouvoir contribuer à cristalliser et à forger les opinions publiques. Et il y a évidemment d'autres médias auxquels on peut songer, qui peuvent notamment impacter des couches sociales beaucoup plus larges, qui n'ont pas forcément d'ailleurs accès à l'alphabétisation. Je pense notamment aux chansons, au théâtre et aux caricatures, qui sont évidemment d'autres manières de diffuser un discours politique et de contribuer ainsi à une politisation de masse qui dépasse très largement le cadre censitaire. Alors pour ce qui est des chansons, on connaît notamment, je dirais en France, le rôle et la production surabondante de Béranger, qui va notamment dans sa chanson sur Charles le Simple ridiculiser Charles X à un moment de son sacre en 1825. Sur le théâtre, on sait aussi combien le théâtre a été étroitement surveillé durant toute la période parce qu'assimilé à un foyer potentiel de désordre ou de subversion. La bataille d'Hernani en février-mars 1830 avait bien montré comment des batailles de rue pouvaient finalement être enclenchées par ce qui était au départ des cliques au sein du monde dramaturgique, mais dans certains cas, la représentation théâtrale peut être carrément à l'origine d'une révolution à caractère politique ou national. Pas oublier par exemple que la révolution belge de 1830, elle commence par une représentation d'un opéra au théâtre de la Monnaie, la Muette de Portici, dans laquelle il y a la mise en scène d'une insurrection nationale napolitaine contre l'occupant espagnol au milieu du XVIIe siècle, et que les Belges interprètent évidemment à l'aune de leur propre situation.
même s'estimant opprimés par les Néerlandais de l'époque. Et puis naturellement la caricature, c'est quand même, notamment les années 1830-1840, c'est quand même l'âge d'or de la caricature en Europe et en France en particulier. On pense à Daumier en particulier. Il y a ces caricatures tout à fait subversives, ces portraits charges qui vont cibler et le roi et les élites du juste milieu sur lesquels il s'appuie, et qui vont là encore déjà largement contribuer à une politisation de masse qui dépasse donc très nettement les seuls milieux censitaires. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur ces mouvements un petit peu de jeunesse, de contestataires, en regardant un autre lieu peut-être de la contestation qui est celui des cercles d'étudiants, qui est celui de l'université, qui est celui, je pense en Allemagne, des Burschenschaften, mais pas que, il y a aussi en Italie. Donc il y a véritablement, j'allais dire, pas une prise du pouvoir par la jeunesse, mais enfin cette jeunesse-là qui est abreuvée de romantisme, voit dans cette période une sorte d'acmé en tout cas du combat pour la liberté. Alors ce qui est effectivement très net, c'est que toute une génération et toute une jeune génération ne se reconnaît pas dans le système qui est mis en place en 1815 pour clore, ou en tout cas espérer ou tenter de clore l'épisode napoléonien et rétablir un ordre stable. Précisément, je veux dire, cette jeunesse, elle va fortement inquiéter les autorités et les pouvoirs publics de ces monarchies restaurées, confortées ou de plus en plus réactionnaires donc du 1er 19e siècle, qui ne vont avoir de cesse de renforcer leur emprise, précisément sur ce système scolaire et sur le système universitaire notamment. Les fameux décrets de Karlsbad, dont on a déjà parlé, comme ayant muselé la presse en Allemagne, adoptés sous la pression de Metternich, ces décrets de Karlsbad, ils ont aussi un versant universitaire, puisqu'il est prévu que les États allemands nomment des observateurs chargés de surveiller les étudiants et leurs associations en particulier, la fameuse Burschenschaft qui incarne l'esprit patriotique allemand dans les milieux estudiantins, qui s'était notamment signalé en participant à la fête de la Wartburg en 1817, va donc être soumise à un contrôle étroit au sein même des institutions universitaires, qui contraignent évidemment ces étudiants à s'organiser finalement de manière clandestine. Et cette clandestinité, elle ne peut finalement que durcir, que renforcer encore le soupçon de subversion que les pouvoirs publics peuvent avoir à l'égard de ces milieux estudiantins. Alors pour pouvoir évidemment reprendre la main sur ces milieux estudiantins et sur tout le système scolaire, les monarchies du 1er 19e siècle vont largement s'appuyer sur les églises, et avec des cas parfois tout à fait limites. Dans le cas de la France, de la Restauration notamment, on a ce cas emblématique de Monseigneur Frayssinous, qui devient grand maître de l'université en 1822 et qui va cumuler, c'est quand même très symptomatique dans le gouvernement Villèle, les portefeuilles des cultes et de l'instruction publique de 1824 à 1827. Alors là, on est vraiment dans une confusion de rôles qui montre bien justement cette volonté de s'appuyer sur l'Église pour pouvoir contrôler les milieux estudiantins dont on se méfie étroitement. On se méfie des étudiants, on se méfie aussi de leurs enseignants. Puisque, de fait, la Restauration en France, mais on a également des équivalents en Allemagne, va multiplier les entraves à la liberté académique. On le sait par exemple à Paris, la Restauration va faire suspendre les cours des intellectuels doctrinaires, c'est-à-dire de centre-gauche, qui étaient François Guizot et Victor Cousin en Sorbonne de 1822 à 1828, et va même faire fermer certains établissements jugés particulièrement contestataires. C'est le cas par exemple de la faculté de médecine de Paris en 1822-23 ou de l'école normale supérieure en 22-26. Dans certains cas, on va même aller jusqu'à chasser du corps universitaire des enseignants jugés réfractaires aux principes et aux valeurs revendiquées par ces monarchies, comme la fameuse affaire des sept professeurs de l'université de Göttingen qui vont perdre leur poste en 1837 et qui vont montrer cette forte défiance qu'ont ces monarchies du 1er 19e siècle à l'égard du paysage scolaire et du paysage universitaire. Alors une défiance qui n'est pas évidemment complètement infondée, puisque cette jeunesse des écoles, elle est largement accusée de participer aux troubles à l'ordre public et aux mouvements séditieux qui vont traverser le 1er 19e siècle. Jean-Claude Caron l'a très bien montré dans le cadre des milieux estudiantins parisiens notamment, et puis on en a une incarnation littéraire tout à fait frappante avec le personnage de Marius Pontmercy dans Les Misérables, qui vient de terminer ses études de droit au moment où il rentre dans l'intrigue, et qui au moment de l'intrigue ne survit finalement qu'en donnant des leçons particulières. Ne pas oublier non plus
que dans le tableau de Jeanne Delacroix, La liberté guidant le peuple, on a une figure de polytechnicien coiffé de son bicorne et qui montre bien combien ces élèves des grandes écoles ont participé à l'époque au mouvement des barricades de 1830. Alors dernier lieu, ou en tout cas dernier moment de contestation, et qui se retrouve d'ailleurs comme un fil rouge un petit peu tout au long du 19e siècle, avec des cas aussi sous le Second Empire et jusqu'à la Troisième République pour le cas français, c'est les complots, ce sont les conspirations, les différents attentats qui vont émailler un petit peu ce 19e siècle. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période-là de 1814 à 1848, sur cette forme de contestation? Alors c'est effectivement une forme de contestation qui finalement remet en cause à la fois l'ordre établi en 1815 et puis les instances de répression qui avaient pu tenter de maintenir l'ordre en question. Ça montre aussi la persistance de formes de violence extrêmes dans ce champ politique du 1er 19e siècle, et c'est notamment ce qu'ont très bien montré les travaux de Karine Salomé, une violence extrême qui va largement alimenter la psychose des pouvoirs en place. Et Gilles Malandin l'a très bien souligné à travers son livre L'introuvable complot, publié en 2011, dans lequel il montre comment attentats, enquêtes et rumeurs traversent finalement, notamment à l'occasion de l'assassinat du duc de Berry en 1820, traversent l'appréhension d'un champ politique qui échappe très largement au pouvoir public, aux élites dominantes, et qui les remet en cause en usant de formes violentes, voire ultra-violentes, qui frappent leurs représentants, parfois les plus visibles, les membres des dynasties, les membres de l'appareil d'État les plus actifs, etc. On a affaire à un moment où les pouvoirs sont véritablement obsédés par le fantasme des sociétés secrètes. Soupçonnés de recruter leurs membres dans certains groupes sociaux, notamment dans la jeunesse. On revient à cette question générationnelle qui est absolument cruciale pour comprendre la période. La jeunesse militaire, la jeunesse estudiantine et ou la jeunesse intellectuelle. Et des sociétés secrètes qui sont soupçonnées d'agir en sous-main pour renverser, pour déstabiliser l'ordre établi. Alors ça va être notamment ce grand mythe du carbonarisme et de la charbonnerie qui va particulièrement traverser l'historiographie en France et en Italie en particulier. Et les modes d'action qui sont choisis par ces sociétés secrètes ou par ces militants de l'ombre justifient de la part des monarchies des politiques de fermeté, des politiques de réaction. Les fameux décrets de Karlsbad que j'ai évoqués, 1819, qui vont à la fois surveiller les universités et museler la presse en Allemagne, ils sont adoptés au lendemain d'un assassinat politique d'un dramaturge et diplomate au service de la Russie, le poète August von Kotzebue, par un étudiant en théologie, et c'est ça justement qui va permettre de justifier la politique de fermeté que Metternich va imposer aux États de la Confédération germanique. De la même manière, l'assassinat du duc de Berry, le neveu de Louis XVIII en 1820, va fortement fragiliser la politique d'ouverture vers le centre-gauche qu'avait pu incarner dans les années précédentes Decazes, et va favoriser au contraire un retour en force des ultra-royalistes qui vont notamment par cette manière-là pouvoir durcir les lois sur la presse. Et on pourrait multiplier des exemples de cette manière. Pensons enfin à l'attentat de Fieschi contre Louis-Philippe en juillet 1935, qui servira de prétexte pour promulguer des lois sur la presse en 1835 qui musellent la presse d'opposition au régime de Juillet et qui interdisent désormais toute forme de revendication ouverte de républicanisme en France. Bertrand Goujon, merci pour cette synthèse très très complète autour de cette question des restaurations et des révolutions entre 1814 et 1848. Alors on rappelle pour ceux qui nous écoutent que Bertrand Goujon mettra à disposition sur le site aphg.fr une bibliographie qui permettra aux collègues, s'ils le souhaitent, d'aller plus loin dans l'approfondissement de la leçon. Voilà, merci beaucoup Bertrand. Retrouvez-le sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APHG www.aphg.fr.